Un soir d'été de 2014, j'étais chez un pote, on prenait l'apéro, tranquille, les heures passent, les bières s'enchaînent, les cigarettes également, et tout à coup il me prit une immense flemme de rentrer chez moi, en sachant en plus qu'à l'époque j'habitais pas à côté de chez mon pote. Ce dernier me proposa de rester dormir chez lui, chose que j'accepta, et ensuite il me proposa de finir les dernières bières devant un film. Et il me dit « Hey mec !» Il a pas vraiment dit comme ça. « Hey mec, est-ce que t'as déjà vu le film Snatch ?» Snatch ? Non, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ce à quoi il me répondit « Toi qui kiffes les films de loupard, bien à l'anglaise, bien dandy, etc. Tu vas kiffer ce film. » On lance le film, qui démarre par une scène de braquage assez cool, mais qui n'a pas non plus quelque chose d'exceptionnel. C'est très chouette hein, mais ça me marque pas plus que ça, mais qui nous met directement dans l'ambiance. Et arrive alors le générique 5 minutes après. Et là, j'ai vraiment pris une immense claque. L'enchaînement des plans, les transitions, les freeze frames, les expressions faciales des personnages. Alors, je sais pas, mais regardez, c'est totalement poilant. Ils ont l'air tous complètement barjots les mecs. J'ai envie de les connaître, j'ai envie de braquer des banques avec ces mecs-là. Avec seulement 1 minute 54 secondes de générique, le réalisateur a réussi à me faire entrer dans l'ambiance de ce film. Je trouve ça trop fort. Et ce réalisateur, c'est qui ? Il s'agit de Guy Ritchie. Connu pour avoir réalisé de grands films tels que Arnaque, Crime et Botanique, Rock'n'Rolla, Snatch, du coup, et croyez-moi, ce film on va en reparler. Sherlock Holmes ou encore le live-action Aladdin et bon nombre grands films du même genre. Ce réalisateur, avec son style bien à lui, a, vous le verrez, apporté un immense vent de fraîcheur dans les films de gangsters ou les films d'action de l'époque. Je suis le Six, bienvenue à toutes et à tous, et aujourd'hui je vous propose de voyager dans les bas-fonds de Londres et de faire le focus sur ce réalisateur que j'aime énormément, Guy Ritchie. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Guy Stuart Ritchie est né le 10 septembre 1968 à Hatfield, dans le comté de Hertfordshire, au Royaume-Uni. Il est le second enfant de John Vivian Ritchie, publicitaire, et Amber Parkinson. Le cinéma entre très tôt dans la vie de Guy Ritchie. Il n'était encore qu'un enfant lorsqu'il a visionné pour la première fois le film Butch Cassidy and the Kid, réalisé en 1969 par George Roy Hill. Il est question dans ce film d'un duo de pilleurs de banque et de trains qui finiront par se faire traquer par les autorités et devront, à terme, se réfugier en Bolivie. Après avoir vu ce film, tout devient clair dans l'esprit de Guy. Lui aussi, il veut réaliser des films. On lui diagnostique également durant son enfance une sorte de dyslexie. Il est donc envoyé à la très réputée Stanbridge Hall School, près de Ramsey, spécialisée dans les problèmes de dyslexie. À 15 ans, il se fait tout simplement renvoyer de son école. Selon lui, ce serait à cause de sa consommation de drogue, mais selon son père, c'est parce qu'il aurait tout simplement diverti une fille de son internat. Alors qui est-ce qui dit la vérité ? Après son renvoi, et malgré l'amour qu'il porte pour le 7ème art, le jeune Guigui n'a jamais souhaité poursuivre ses études dans des écoles de cinéma, car selon lui, les films que proposaient les jeunes diplômés de ces écoles étaient ennuyeux à mourir. À chier. Pue sa mère. Non. Guy, lui, ce qu'il voulait faire, c'était du cinéma en autodidacte. De ses 15 à 25 ans, il vivra de petits boulots afin de subvenir à ses besoins, et surtout, il baroudera un peu partout dans le monde. Il adore voyager. Et alors qu'il est âgé de 25 ans, il va décrocher un stage dans la mise en scène. Cela va vraiment lui permettre de bien découvrir les ficelles du métier, et de conforter grandement le jeune homme dans son choix, être derrière la caméra. Le temps passe et notre cher Guy Ritchie commence à faire de plus en plus sérieusement ses preuves dans le milieu. Il tourne pas mal de clips et de spots publicitaires et en 1995, il va être repéré par une actrice productrice britannique du nom de Trudy Styler, qui n'est autre que la femme du chanteur Sting. Et grâce au soutien de cette dernière, Guy Ritchie va réaliser son premier court-métrage, The Hot Case, qui raconte l'histoire de 4 jeunes du East End de Londres à la recherche d'argent pour participer à une partie de poker. L'univers de Ritchie est clairement posé. Un Londres crasseux, des petites rues en pâte réfutée, des magouilles et du banditisme. Ce cocktail est et sera la plus grande marque de fabrique du réalisateur. Les critiques sont excellentes et grâce à ce premier pied posé dans l'industrie cinématographique, Trudy Styler, qui croit beaucoup au potentiel de Ritchie, permet à ce dernier de toucher son rêve du bout des doigts en investissant dans son premier gros projet, son premier long métrage réalisé 3 ans plus tard, en 1998, Arnaque, Crime et Botanique. Lock, Stock and Two Smoking Barrels en anglais, qui fait référence aux parties d'un fusil. Les fusils, qui vont verrer, ont une place cruciale dans ce film. Ce long métrage met en avant les premiers rôles de cinéma de Jason Statham et de Vinnie Jones, et c'est un
immense succès commercial au Royaume-Uni. Il a été très bien accueilli par la critique, avec un budget d'1 350 000 $, ce qui n'est vraiment pas faramineux. Le film atteint les 28,1 millions au box-office. Et par ailleurs, Guy Ritchie reçoit 8 récompenses dont le MTV Movie Award du meilleur nouveau cinéaste et le British Comedy Award de la meilleure comédie. Et en 2004, le film sera même classé au 38e rang des meilleurs films britanniques de tous les temps par le magazine Total Film. Mais alors ce film, qui est un immense succès commercial et qui propulse le jeune réalisateur jusque-là inconnu du grand public sur le devant de la scène, de quoi il parle? On en raconte l'histoire d'Eddie. Le fils du barman JD est un génie des cartes. C'est qu'il sait décoder les réactions des autres, même les plus subtiles. Ayant réuni avec l'aide de ses amis Swap, Bacon et Tom la somme de 100 000 livres comme droit d'entrée à la table du caïd Harry Lahache et de son bras droit, Barry le Baptiste. C'est une foutue frappe. Harry a un associé, une espèce de monstre. Barry, dit le Baptiste, parce que c'est lui qui est chargé des noyades pour Harry Lahache. Est-ce que tu vas payer, oui ou merde? Oui, comment tu vas payer? Les 4 amis se retrouvent ainsi à devoir 500 000 livres au chef de gang qui leur laisse une semaine pour récolter la somme exigée. Le caïd leur promet en outre de leur couper un doigt par jour de retard, ainsi que de récupérer le bistrot du père d'Eddie s'il ne reçoit pas les 500 000 balles. Ils sont dans la merde les mecs. Pendant ce temps, 2 gangsters minables, Gary et Dean, ont été engagés par Harry Lahache via Barry pour cambrioler la maison d'un lord et récupérer ses 2 vieux fusils. Mais qu'est-ce que tu fous? Je voudrais bien savoir où ces gens-là planquent leur pognon. Mais à la suite d'un malentendu, Gary et Dean ont vendu les fusils à Nick le Grec, un reseller, et Harry Lahache veut désormais remettre la main dessus. Bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails du film, quoique là j'en ai déjà dit pas mal, mais ce serait trop long et je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais vous l'aurez compris, il y a plusieurs arcs narratifs dans ce film. Plusieurs personnages qui n'ont pas forcément de lien, mais qui finiront tôt ou tard par se croiser dans le film. Et bordel, ça marche, c'est haletant, c'est jouissif. Je préfère prévenir tout de suite, je ne suis pas critique de cinéma et je suis très loin d'être un expert, mais tout ce que je veux dire maintenant, et même dans le documentaire, ce n'est que mon simple avis. Mais en fait, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est le dynamisme qui est dans les costumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je viens de l'inventer, mais je m'explique. On va droit au but, on te propose un nouveau personnage, on te le présente en peu de temps, quelques petites secondes, quelques petites répliques, et tu sais à qui tu as affaire grâce au costume et au caractère des personnages. Enfin, je veux dire, Gary et Dean, tu vois bien que c'est des énormes ploucs, c'est des petits truands de merde. Avant même qu'ils ne parlent, vestimentairement, direct, tu sais que ces 2 mecs-là, c'est des gros nazes, des abrutis, des truands de bac à sable. Oh, thank you very much. Et derrière, Barry le Baptiste, ce gros molosse chauve en costume bien soigné et très calme, lui, tu vois direct que tu n'as pas du tout intérêt à te mettre cet homme de main à dos. Cet homme de main à dos. Hello, my son. Do you want a lolly? Piss off, you nonce. Bref, vestimentairement, tu captes déjà comment sont les personnages de ce film. Et ce choix de rendre l'image super crade, super vieillotte. Oui, là, on est dans les bas-fonds de Londres des années 90. Là, on y est. Ça pue la pisse, la bière, la poudre à canon, les petites magouilles pour se faire quelques livres sterling par-ci par-là. On est très loin du Londres tout merveilleux, tout beau, qu'on peut avoir dans Coup de foudre à Notting Hill, ou encore dans Love Actually, sorti quelques années plus tard. Et le cynisme, l'humour noir, c'est l'un des points les plus importants selon moi. On est dans un film de gangster de base. Et ça en devient une comédie presque tout public. C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non, je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Je m'attendais pas à un verre de forêt tropicale. Il y aurait de quoi baiser avec un orang-outan là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ça? On en vend des centaines. Très joli, Harry. Mais c'est pour quoi faire? Oh, fais pas innocent avec moi, Baptiste. Pour fesser. Pour info, mais dans ce film, le mot est utilisé 125 fois. Mon enfant plus tard, si j'en ai un, et oui j'en aurai au moins 4 ou 4 et demi, mais je pourrais lui montrer ce film quand il aura 10 ans, sans problème. J'adore ce film, et franchement si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller le voir, vous allez passer un excellent moment. Guy Ritchie contribue à revisiter les codes du genre gangster, humour noir. Et si Ritchie n'avait pas réalisé ce film, Quentin Tarantino l'aurait fait lui. Vous voyez ce que je veux dire? Les univers de ces 2 réalisateurs sont très comparables, et Guy Ritchie s'inspire clairement de Tarantino, il l'a dit plusieurs fois en interview même. Après ce franc succès d'Arnaque, Crime et Botanique donc, Guy Ritchie, ce réalisateur à l'avenir très prometteur, a désormais quartier libre pour réaliser dans la foulée son prochain long métrage, son second film qui sera un véritable carnage, avec un budget d'environ 3 millions de $, ce qui n'est toujours pas beaucoup, mais qui est quand même mieux que pour le premier film. Le film engrangera près de 30 millions 93 107 putains de dollars. Je veux bien sûr parler du film Snatch. Oh là 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 là. Que dire et par où commencer? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est grâce à ce film que j'ai découvert Guy Ritchie et son univers. Et aujourd'hui, ce film fait partie de mon top 5 de mes films préférés. Au casting, on retrouve les poulains de Ritchie, Jason Statham et Vinnie Jones, ainsi que le grand Benicio del Toro, et surtout, Brad Pitt. Ce dernier a été tellement séduit, émerveillé par Arnaque, Crime et Botanique, qu'il a insisté auprès de Guy Ritchie pour pouvoir jouer dans son prochain long métrage, et il a même réduit considérablement son cachet. C'est pour vous dire. Une petite parenthèse anecdotique, mais durant
le tournage, Guy Ritchie a instauré un système d'amende. Pour chaque personne qui perturberait la production, commettrait des fautes, et bah cette personne devait casquer de sa poche et mettre dans le pot commun. Et Guy Ritchie est compris. Tout le monde a la même enseigne, je trouve ça génial. On a désormais un casting très prometteur, alors de quoi il parle ce film? Et bien naturellement, on reste dans le même univers que pour le premier long métrage de notre cher Guigui, des gangsters, un Londres qui pue, de la violence, du cynisme, de l'humour noir et des intrigues qui s'entremêlent. Mais contrairement à Arnaque, Crime et Botanique, où les personnages principaux gravitaient par défaut dans le monde du crime, dans Snatch, ils en font partie de façon intégrante. Guy Ritchie aurait déclaré: avec Snatch, j'ai voulu poursuivre dans l'esprit de mon film précédent Arnaque, Crime et Botanique, mais en allant plus loin dans le cynisme et l'humour. Contrairement à mon premier film où un groupe d'amis se trouvait involontairement mêlé au monde de la drogue, confronté au crime et à la violence, les personnages de Snatch, eux, sont de cet univers du crime, mais ils sont abordés avec une bonne dose de dérision et de folie. Ça promet. Turkish et Tommy, deux petits organisateurs de combats de boxe clandestins, se voient proposer par le chef de la pègre locale, surnommé Tête de Brique, d'organiser un combat truqué. Mais ils doivent engager un gitan nommé Mickey, Brad Pitt, qui nous délivre une performance mémorable avec un accent gitan à couper au couteau. Ah, t'es Tommy? Tu vas parler à la caravane? Monsieur O'Neill. Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey. Pour remplacer leur boxeur que ce dernier a blessé à la suite d'une transaction qui s'est mal déroulée. Ce nouveau boxeur étant censé se coucher lors du combat, assomme son adversaire d'entrée. Les trois hommes sont en sursis. Pendant ce temps, après son braquage à Anvers, Frankie Quatre-Doigts arrive à Londres avec un diamant destiné à Avi, un mafieux américain. Et Frankie, avec quoi? Évite les casinos. Tu as fait du bon travail, Frankie. Ne va pas tout foutre en l'air, compris? Mais son complice du braquage fait appel à Boris pour faire voler le diamant à Frankie par trois petits truands minables chez un bookmaker tenu par Tête de Brique. Avi, inquiet de la disparition de Frankie, se rend à Londres et engage Tony pour retrouver l'homme et le diamant. Et comme dans le premier film, progressivement, ces deux histoires vont s'entremêler, se rapprocher et provoquer des réactions à la chaîne. Le jeu d'acteur est mémorable, les répliques sont cultes, les blagues sont tranchantes. Pas pressé, prends ton temps, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Je roule sur l'avenue avec ta tronche coincée à la portière. Qu'est-ce que tu crois que je fais, petit enculé? Tu te brosses les dents avec de la ou quoi, mulet? Le sound design est d'une immense originalité. Et surtout, le dynamisme, parlons-en. Car c'est selon moi la pièce centrale qui fait que ce film soit un immense succès, et une référence qui aura inspiré bon nombre de réalisateurs jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, Tony dans le plan. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Tony! Pauvre petite merde. C'est un risque, il faut le savoir. Tu vas crever, Tony! Les 6 balles qu'il a reçues, il les a fondues avec de l'or. Je te tire dessus, alors tombe! 2 de ces balles sont dans des dents que papa lui a faites. Il adore papa. Mais pourquoi je serais pas? 6 balles en une seule séance. Là, t'es dans la merde. Guy Ritchie utilise des effets, des procédés qui sont personnellement mes préférés, dont un qu'il va grandement populariser, et comme je vous l'ai dit, qui inspirera beaucoup de films et de réalisateurs par la suite. Regardons quelques scènes ensemble et analysons-les. Tu as entendu, Doug? Je pars pour Londres. Tu la fermes et tu poses tes grosses miches sur ton fauteuil. J'adore cette transition. Plutôt que de perdre du temps entre guillemets à nous montrer Avi qui voyage pour retrouver Doug à Londres, on utilise des gros plans, des plans d'insert, et le tour est joué. En moins de 10 secondes, on voyage de New York à Londres. On peut facilement passer d'un décor à un autre avec de simples cuts. Très pratique si t'as pas beaucoup de budget pour un tournage. Mais ils peuvent être également beaucoup plus dynamisés avec des crash zoom, des cuts filaires. Le réalisateur Edgar Wright, que j'aime énormément également, va utiliser cet effet de snatch, si on peut dire dans quasiment tous ses films. Passons à l'effet suivant. Dans le générique dont on a parlé au tout début, Guy Ritchie utilise des jump cuts, ou plan sur plan en français. C'est une technique de montage qui consiste à enlever une partie d'un plan pour le raccourcir, ce qui donnerait une impression de saute dans le temps. En revanche, il faut que le cadrage des deux plans qui seront collés soit identique ou quasiment identique. Très pratique que pour accélérer le rythme d'une action en plan fixe ou en mouvement. Every fucking night, that's it, that's fucking it. Répéter plusieurs fois une action. Go, go, go Webb, go. Ou bien montrer le temps qui passe et éviter qu'une action soit trop longue. Effet suivant. Le crash zoom. Tarantino est sûrement le réalisateur qui utilise le plus cet effet. Il se fait soit directement sur le tournage, ou durant le montage en raccordant un plan large et un plan serré. Voilà pour ce petit cours de cinéma. Si tout comme moi vous êtes des mordus de techniques de montage de tournage, il y a un youtubeur réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ludoc, et il explique tout cela très bien. Vous pouvez aller voir sa chaîne, il apprend des choses très intéressantes sur le sujet. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes films préférés, et si vous l'avez pas vu, mais bordel, foncez, n'attendez même pas. Vous allez vraiment pas le regretter. Je pourrais en parler des heures, mais le temps presse.
On a donc 2 films, 2 immenses succès à l'actif de notre Guigui, sa carrière de réalisateur est bien lancée, et qui plus est, de façon assez triomphale. Et en plus de tout cela, dans cette période, il entretient une relation avec la star internationale, Madonna. Madonna et Guy Ritchie se sont rencontrés en 1998 lors d'un déjeuner chez le chanteur Sting. Madonna tombe sous le charme du réalisateur, ce qui n'est pas vraiment réciproque. À l'époque en couple avec une animatrice télé, Guy Ritchie ne se voyait pas trop être en couple avec la chanteuse. Leur train de vie, leur univers était très différent. Madonna fera tout pour plaire à Guy Ritchie, jusqu'à changer son look et prendra même des cours de diction. Elle fait tout pour faire craquer le man, mais rien n'y fait. Et alors, quelques mois plus tard, Guy Ritchie quittera sa compagne de l'époque et ira rejoindre la chanteuse en Italie. Et à partir de ce moment-là, ils passeront leur vie ensemble et ne se quitteront plus jamais. Et ils se marieront en août 2000 et auront ensemble un enfant en novembre du nom de Rocco. Rocco Ritchie, le film. On peut vraiment dire que pour notre petit Guigui, le début des années 2000, ça marche vraiment bien. Tout semble se dessiner merveilleusement bien pour le réalisateur, mais du coup maintenant, c'est quoi la suite ? Notre cher Guy Ritchie enchaîne donc les films, dont Carton Rouge, qu'il produira lui-même pour la première fois, et en 2002, il va diriger sa femme Madonna dans À la dérive, remake d'un film italien de 1974 vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Wouah, c'est long comme titre. Bref, dans ce film, Guy Ritchie a complètement changé de direction artistique. Pas de gangster, pas de bagarre, machin chouette, mais une comédie romantique. Et ce sera un véritable four sur le plan critique, mais aussi sur le plan commercial. J'imagine que notre ami se remet un petit peu en question, et en 2005, il revient à ce qui l'a fait connaître, et réalise une nouvelle comédie de gangster, le film Revolver, produit par Luc Besson, et on y retrouve une fois plus Jason Statham. Les critiques sont au rendez-vous, mais ce n'est pas non plus la gigafolie quoi. J'ai vu ce film 1 ou 2 fois ces dernières années, mais pour être honnête avec vous, je ne m'en rappelle même pas bien, et je n'ai même pas eu spécialement envie de le revoir avant de tourner ce documentaire. J'avais passé un bon moment, je m'en rappelle, mais j'avais pas pris de claque comme j'avais pu en prendre pour Snatch ou Arnaque Crime et Botanique. C'était un film d'action banal. On savait que c'était du Ritchie, c'était bien, mais c'était pas... C'était un peu un slip, quoi. Vraiment le truc qui te tiraille le bassin. Bref, je m'égare. En avril 2008, Guy réalise la campagne publicitaire pour la célèbre marque Nike sur le championnat de football européen, l'Euro, où on y retrouve de grandes stars telles que Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. J'adore ce court-métrage. On y suit l'ascension d'un jeune joueur de foot néerlandais qui signe à Arsenal, prise de vue à la première personne, avec en musique de fond Don't Speak des Eagles of Death Metal, tristement connus aujourd'hui pour leur concert au Bataclan le 13 novembre 2015. C'est du Guy Ritchie tout craché. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est lui qui a réalisé le court-métrage. Le grain de l'image, la colorimétrie, l'enchaînement des plans, le côté un petit peu trash, même les expressions faciales des acteurs, en l'occurrence les footballeurs, ça marche trop bien. Je l'adore, je le kiffe. Et à l'époque, j'étais un peu petit, mais je me rappelle très bien de ce court-métrage quand il passait à la télé ou sur le début de YouTube. Et en novembre 2008, Ritchie sort Rock'n'Rolla, quasiment inscrit dans la même lignée de ses 2 premiers films, avec un casting de fous furieux, Gérard Butler, Mark Strong et Tom Hardy. Et une fois de plus, le film reçoit des critiques assez mitigées, à la fois par la presse, mais aussi par le public. Est-ce que Guy Ritchie aurait-il épuisé le filon de films gangsters, ce truc qu'il maîtrisait si bien, qui cartonnait à l'époque? C'est en tout cas ce qui semble se présumer. On va pas trop s'attarder sur ce film, je préfère m'attarder sur les films qui, moi, m'ont marqué. Mais oui, Rock'n'Rolla, je sais que beaucoup adorent ce film, et moi je l'apprécie énormément aussi, hein, je suis loin de le détester. L'ambiance de Truand, le long de crasseux est à nouveau présent, mais ouais, je sais pas, je me rappelle que lors du premier visionnage, je m'étais pas ennuyé, je dirais pas ça, mais que ça manquait d'un truc, de dynamisme, ou alors tout simplement que la magie de Snatch n'opérait plus, bien que ce ne soit pas le même film, hein, on est d'accord. Mais je sais pas, je pourrais pas expliquer, c'était vu et revu sans grosse surprise quoi. Ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à donner vôtre dans les commentaires. Il faut un vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, au lieu de se mettre à la place des truands, pourquoi ne pas se mettre à la place de ceux qui les combattent? C'est alors qu'en 2009, Guy Ritchie s'attelle au plus grand et au plus célèbre des détectives britanniques, Sherlock Holmes. Écrit et scénarisé par Michael Robert Johnson et produit principalement par la Warner, c'est notre Guigui qui est choisi pour réaliser le projet. Le but dans ce film étant clairement de moderniser l'image du détective britannique. Il aurait dit, ce sera une grosse production, viscérale et intellectuelle. Son intelligence sera reflétée au travers de l'action, à la fois une bénédiction et une malédiction. Et alors Robert Downey Jr. a dit dans Late Show de David Letterman, je crois, qu'il a lancé une théorie, une provocation, disant que peut-être Sherlock Holmes était gay. Bien sûr. Avec Watson? Avec moi. Avec vous?
Et figurez-vous que ce n'est que des années plus tard que j'ai capté que le film était de Guy Ritchie, en fait, et qu'il n'était ni plus ni moins que le premier film que j'ai vu du réalisateur. Je l'avais vu en 2009 au cinéma avec un pote, et j'avais pété un câble, j'avais adoré. Mais je savais pas que c'était Guy Ritchie. À l'époque, j'étais petit, je connaissais aucun réalisateur à part George Lucas et Steven Spielberg, je savais pas qui avait réalisé tel film, machin chouette. Et du coup, en ayant vu ce film à 11-12 ans que j'avais adoré, je comprends mieux pourquoi plus tard j'avais adoré Snatch aussi. Eh ben oui, parce que c'est Guy Ritchie le même réalisateur. Robert Downey Jr., qui est sous le feu des projecteurs en cette période pour interpréter le rôle de Tony Stark, alias Iron Man, est choisi pour enfiler le costume de célèbre détective. Il donnera la réplique à Jude Law, qui lui interprète le cher Watson. Et la bande originale du film, qui est tout bonnement monstrueuse, est signée par Hans Zimmer. Notamment composé à l'époque les musiques de Batman Dark Knight, Pirates des Caraïbes, Gladiator, Le Dernier Samouraï, puis par la suite Interstellar, Inception, Dune, etc., etc. Le film est un immense succès. Il est acclamé par la critique. Avec un budget de 90 millions de dollars, il en rapporte 524 millions au box-office, ce qui fait de ce film le plus gros succès commercial de Guy Ritchie. Grâce à cela, une suite sera réalisée 2 ans plus tard, intitulée Sherlock Holmes Game of Shadow, avec notre réalisateur toujours aux commandes, Robert Downey Jr. et Jude Law toujours en tête d'affiche. Les critiques sont un peu mitigées par rapport au premier, mais le film rencontre tout comme le premier un bon succès au box-office, avec 543 milliards de dollars récoltés pour un budget de 125 millions. Peu de temps après la sortie du 2e épisode de Sherlock Holmes, un 3e volet fut envisagé, on l'attend toujours. Il me semble qu'aujourd'hui ce soit plus que jamais d'actualité. Ce serait vraiment trop cool. En 2015, il signe la mise en scène de Agents très spéciaux, The Man from U.N.C.L., tout droit adapté de la série télévisée des années 60, des agents très spéciaux. Il y dirige notamment Henry Cavill, Amy Hammer, Hugh Grant, et le film est un petit peu un bide. Pour le coup, moi j'avais adoré ce film. Un agent secret un peu prétentieux, mais très talentueux, des scènes dynamiques, le classique humour noir de Guy Ritchie. C'était Archer, mais en film. Tu connais Archer? Apache, hélicoptère. Regarde Archer! On devrait en vendre car je suis bon en affaires. Depuis 2011, avec le second volet de Sherlock Holmes, Guy Ritchie enchaîne les super productions hollywoodiennes avec d'énormes budgets. Ça rapporte énormément de thunes, mais les critiques ne sont pas là. En 2017, il enchaîne avec Le Roi Arthur, où plusieurs suites devaient même voir le jour, mais les résultats au box-office remettent en doute le projet. Et on comprend pourquoi. J'avais vu ce film au cinéma, j'avais détesté. C'était long. Et en 2019, il sort Aladdin. Allez, on enchaîne là, ça va vite là, ça débauche là, ça le fric Production à gogo, film à gogo, gros budget à gogo, effets spéciaux à gogo, le cinéma. Je disais donc, en 2019, Guy Ritchie sort le film Aladdin. Il est choisi pour réaliser le film en live action, dans la même lignée que les précédents, tels que La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Cendrillon, etc. Et Will Smith est choisi pour interpréter le génie. Je ne vous résume pas le film Aladdin, vous savez tout de quoi ça parle, et si ce n'est pas le cas, vous êtes des piplounes. Piploun est à moi voté par le 6, ce qui signifie bonnet et ignorant. Le film est un carton plein. Cependant, moi je ne l'ai pas aimé. Une fois plus, ce n'est que mon avis. Aladdin, c'est mon Disney préféré. Je l'ai saigné, je le connais par cœur. Donc quand j'ai appris qu'un live action allait sortir, et qu'en plus c'était Guy Ritchie qui le réalisait, j'étais super content, mais surtout j'avais beaucoup d'attentes. Je l'ai vu au cinéma en 3D pour être dans les meilleures conditions. Les décors sont magnifiques, la photographie est somptueuse, Will Smith s'approprie parfaitement le rôle du génie, qui est aussi marrant que dans le dessin animé. Les plus belles chansons sont présentes, et le film est assez fidèle au dessin animé. On est d'accord là-dessus. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Déjà le rythme. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'ennuyais un peu. Il manquait un truc, je sais pas. Est-ce que moi j'aurais fait mieux? Certainement pas. Et puis, ça! Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux pâté de sable à la con? Elle est où la caverne aux merveilles? La tête de lion terrifiante qui fait qu'une bouchée de ce petit sbire à la con là. Comment il s'appelle? Ah oui voilà, Gazim. Gazim. Et là on a un vieux bout de machin de lion. Non c'est bon. Bon, l'intérieur de la caverne est en revanche, je l'accorde, super visuellement. Mais il y a une chose qui m'a plus que tout dérangé dans ce film, c'est Jafar. Je ne le trouve absolument pas crédible. Interprété par l'acteur néerlandais Marwan Kenzari, je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas et je n'ai vu aucun de ses autres films. Il est sûrement très bon, mais là il est totalement à côté du personnage je trouve. Genie! I wish to become the most powerful sorcerer there is. I had such big plans. C'est quoi ça? C'est nul. Jafar, le vrai, c'est lui. Dangereux, extrêmement intelligent, démoniaque. Il me faisait flipper autant qu'il me fascinait quand j'étais petit. L'une des raisons pour laquelle j'adorais Aladdin, c'est parce qu'il y avait Jafar, ni plus ni moins. C'est selon moi le méchant de Disney le plus charismatique. Et là,
c'est moi qui suis le plus grand sorcier de l'univers. Vas-y Jafar, ferme ta gueule. Enfin voilà mon avis sur ce Aladdin de Guy Ritchie. Je pense que si Jafar avait été interprété plus fidèlement au dessin animé, mon avis aurait été totalement différent. Et puis je prends aussi quelque chose de très important, c'est que j'ai grandi. J'ai été bercé durant mon enfance par le dessin animé et non pas par le film. Donc évidemment de voir une réadaptation alors que je suis plus âgé, ce sera pas pareil. J'ai été habitué à autre chose. Non, instinctivement, inconsciemment, je serais forcément déçu. Un enfant de 6 ans qui a vu en 2019 le film de Guy Ritchie au cinéma en 3D, mais il a dû péter un câble. Et c'est trop bien. C'est une expérience magique et incroyable. L'héritage se transmet. Donc les très bonnes critiques de ce film sont amplement méritées. Mais pour moi, ça n'a pris qu'à moitié. C'était mieux avant. Durant toutes ces années, Guy Ritchie a réalisé des gros blockbusters à la chaîne. Et comme vous l'avez vu, pour la plupart, ce n'était clairement pas ça. Pas très convaincant. Pas des flops, mais pas très convaincant. Donc je le demande, ne serait-il pas intéressant de sortir un petit peu de cette machine hollywoodienne et de revenir aux bases? En 2020, Guy Ritchie opère un retour aux sources en sortant The Gentleman, avec un gros casting: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell et Hugh Grant. Il raconte l'histoire de l'américain Mickey Person qui est devenu un important baron de la drogue à Londres. Il a bâti une solide entreprise implantée dans tout le Royaume-Uni. Après plusieurs années dans le business de la marijuana, il évoque plus ou moins la possibilité de se retirer. Cela va mettre la ville en ébullition. De nombreuses personnes vont tenter de convaincre Mickey pour devenir propriétaire de ses affaires très lucratives. Et là on est vraiment dans le retour aux sources, ce qu'il a fait connaître par le grand public. Le film de gangster pur et brut. Je l'avais vu au cinéma avec 2 potes, je m'en rappelle, notamment ce pote qui m'avait fait découvrir Snatch. Et pour l'anecdote, c'était le dernier film que j'avais vu en salle avant le Covid. Et j'avais adoré. On retrouvait vraiment tout ce qu'on aimait dans Snatch, mais le tout d'une façon très modernisée. Et c'est limite ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que tout soit très propre, si je puis dire. Bon après c'est la colorimétrie du film qui fait que... Mais franchement, un très bon film. Après ce gros succès, notre Guy enchaînera sur des films d'action purs et bruts, comme il sait le faire. Un homme en colère, qui est un remake du film français Le Convoyeur, de Nicolas Boukrieff, The Covenant, et un film de guerre, et qui plus est, son dernier qui est sorti cette année, intitulé Le Ministère de la Sale Guerre, qui est tiré d'une histoire vraie. Et là, on est dans du Tarantino, du Inglourious Basterds. Le but, exploser des nazis à gogo, et le tout de façon très satirique et brutale. C'est ma femme. Très spirituel. Nous sommes en 1941, composé d'une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs, une unité de combat ultra secrète utilise des techniques non conventionnelles pour neutraliser la flotte de sous-marins allemands d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est britannique, c'est Guy Ritchie, je kiffe. En parallèle, Ritchie adapte son film The Gentleman en série Netflix, qui est disponible sur la plateforme. Je n'ai pas encore trouvé le moment de la regarder, mais il faut que je la mate. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais en 2022, Guy Ritchie a confirmé qu'il réaliserait, courant 2025, un prochain live-action Disney, Hercule. Et ça c'est bien. J'adorais ce Disney aussi, c'était un de mes préférés également, donc je pense qu'il va être très bien. Gros titan 3D dans nos gueules là. Eh les gars, et le lynx, ça pas plutôt par là? Grande moire complètement barrée et Hadès. Alors là, ils ont pas intérêt à le ridiculiser comme ils ont fait avec Jafar. Le tout-puissant monsieur Aemilus, tire-toi de mon cubulus, vient d'hériter d'un petit bébé balèze. Nous le savons. Je sais. Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Pour l'instant, on a très peu d'infos sur le film, si ce n'est pas du tout, mais il y a quelques bruits de couloir qui circulent sur le casting, notamment sur qui interpréterait Meg, et les rumeurs diraient qu'apparemment ce serait Dua Lipa. Je la connais pas très bien, je connais pas trop ses musiques, mais j'avoue que franchement, ça passerait vraiment bien. Sa voix, son physique, elle colle super bien au rôle de Meg, je trouve. Bonjour, je suis le Six, directeur de casting. Bref, j'ai trop hâte de voir ce film. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de ce documentaire. Au-delà d'être un grand réalisateur, je vois Guy Ritchie comme un grand artiste, un visionnaire. Il a à l'époque révolutionné l'industrie du cinéma, il a apporté quelque chose de vraiment nouveau en termes de réalisation et de storytelling. Je suis passionné, fasciné par son travail. Comme je l'ai dit précédemment, mais le film Snatch, j'ai pris une claque. C'était incroyable quand je l'ai vu à l'époque. Aujourd'hui, c'est même une de mes références, ce film. Je le connais par cœur. Et si j'étais réalisateur, je m'inspirais énormément de ce film et de Guy Ritchie. Un jour, qui sait. Alors évidemment, comme on l'a dit, il y a des fois, les films ont fait des flops. C'était nul, limite. Parce que ouais, réaliser des films à la chaîne, les grosses super productions, gros budget, machin, bah ça a perdu de sa magie. Et le mec s'est clairement perdu dans ses visions à des moments, je pense. Mais néanmoins, de façon générale, son travail est extraordinaire. Ça pue
vu l'Angleterre. Et quand je regarde ces films, je veux aller en Angleterre. Je veux explorer ce pays, cette culture anglo-saxonne que j'aime tant, qui me fascine tant de par ses films, sa musique, et que Guy Ritchie aime tant également et nous fait ressentir clairement dans toutes ses œuvres. Enfin voilà, j'espère vraiment que ce documentaire vous aura plu, vous aura appris énormément de choses et qui vous donnera vraiment envie de vous plonger dans l'univers de ce gentleman réalisateur, de découvrir sa filmographie. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré bosser sur le sujet. C'était éclatant de revoir ces films, de me documenter, de me renseigner sur des anecdotes, etc. La musique et le cinéma sont mes deux passions et j'avais vraiment envie dans ce documentaire de parler d'un réalisateur et non pas d'un artiste musical. Mais si vous êtes en recherche de musique, allez faire un tour sur mon dernier documentaire sur Jim Morrison. C'est un artiste rock extraordinaire des années 60 et vous verrez que sa vie est palpitante. C'était le Six, prenez soin de vous et see vous la prochaine fois pour les prochains projets.